Addiction et précarité, 2 journées de rencontres nationales sur ce thème viennent de s'achever à Toulouse. Travailleurs sociaux et médecins de toute la France s'y sont retrouvés pour débattre. Aujourd'hui, nous prolongeons cette discussion en nous concentrant sur les jeunes et leurs addictions. Qui sont-ils ces jeunes? Quelles sont ces addictions? Quelles causes? Quels remèdes? Avec nous pour répondre, Martine Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des organisatrices de ces journées Addiction et Précarité dont je viens de parler. Vous êtes déléguée régionale de la Fédération Addiction et vous dirigez aussi à Toulouse l'association Clémence Isor. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle ? Alors, elle a plusieurs rôles, cette association. Tout d'abord, un rôle de prévention des addictions. Ensuite, un rôle de traitement médical, psychologique et social. Ensuite, un rôle de réduction des risques et des dommages. Et enfin, un rôle de réinsertion sociale. Voilà. Également avec nous, en plateau, Guillaume Sudéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'association Graffiti qui travaille en lien direct avec l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. Alors là aussi, brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle au quotidien ? Mon travail est d'essayer de comprendre un petit peu et de rendre intelligibles les chiffres qui sont produits au niveau national, européen et local, et d'essayer de produire des données les plus récentes sur le phénomène des drogues à Toulouse. Merci à vous. Alors lui essaie chaque semaine de nous rendre un peu plus intelligible la politique. Il s'agit de Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Vous allez bien ? Fort bien, ça va, merci. Bien. Alors soyons d'ores et déjà peut-être précis pour notre public avec une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a une différence entre le terme d'addiction et de dépendance ? Non, en fait non. Le terme de dépendance était l'ancien nom, puisqu'avant nous parlions de toxicomanie. Voilà. Et donc la dépendance était le terme qui allait avec. Aujourd'hui, on parle d'addiction, on expliquera peut-être après pourquoi il y a eu cette transformation. Mais l'addiction, effectivement, c'est une dépendance qui peut être avec une substance ou sans substance. D'accord. Alors, dressons tout d'abord l'état des lieux avec notamment dans l'actualité ces derniers jours une étude européenne qui classait les jeunes Français en haut d'un triste palmarès, celui des dépendances ou des addictions par rapport à nos voisins de la communauté européenne. Premier point donc, la consommation de cannabis. Est-ce qu'on peut dire, Guillaume Sudéry, que cette consommation augmente ou pas chez nos jeunes ? Alors, depuis le milieu des années 2005, les indicateurs qu'on observe avaient tendance à montrer qu'il y avait une baisse de la consommation de cannabis, tout indicateur confondu. Il faut bien différencier ce qui est de l'expérimentation et de l'usage régulier, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'expérimentation, c'est quoi ? Une fois dans sa vie. L'usage régulier, ça peut être plusieurs fois par semaine. Sachant que l'indicateur qui est à la hausse dans la dernière enquête européenne indique qu'il y aurait une augmentation de la consommation dans le dernier mois chez les 15 à 16 ans. Bon, ceci est à prendre un peu avec des pincettes, on verra dans le futur. Tout ce qu'on peut retenir de cette enquête, c'est que concernant le cannabis, la France, et ça c'est pas nouveau, a toujours été le pays où les jeunes consomment le plus de cannabis à cet âge-là. On sait pourquoi ? On peut en tout cas se poser une question. La question, c'est que nous sommes le pays le plus répressif sur la question des usages, et ce, sur tout le territoire européen. Donc au fond, on peut se demander si l'interdit qui est posé par la loi fonctionne. On peut aussi se demander quelles sont les dangerosités de tous les produits, qu'il s'agisse du cannabis, qu'il s'agisse de l'alcool, puisque l'un d'entre eux est interdit, dans son usage privé, les substances illicites. Les autres sont interdits lorsqu'il y a des conséquences pour autrui, par exemple conduire en état d'ivresse, etc. Quant aux raisons de ces consommations importantes, donc la question de la place de l'interdit en France pour nous est une vraie question, mais peut-être souhaiterez-vous en parler après. Après, on peut se dire qu'effectivement, peut-être y a-t-il une hyperconsommation parce qu'il y a aussi un hypermarquage de ce produit. On parle beaucoup de cannabis en France. Peut-être parce qu'il est interdit, mais peut-être pas seulement. Il a été pris comme produit emblématique de la jeunesse. Et au fond, on en a fait un peu le bouc émissaire de l'émancipation. Enfin, le bouc émissaire ou au contraire le bouc attractif de l'émancipation. Du coup, bien sûr, par rapport aux jeunes qui ont envie d'avoir des conduites à risque, des conduites quand même de transgression, pour tous ceux qui sont parents ici, nous le savons parfaitement, et d'ailleurs c'est ça qu'on commence extrêmement tôt. Donc de fait, il y a peut-être aussi un effet produit par notre système sociétal que de donner à ce produit un statut particulier qui du coup le rend plus attractif. Est-ce qu'on sait qui sont ces consommateurs ou pas ? C'est chez les jeunes.
Alors, Il y a des profils, des classes sociales, ce que l'on sait, c'est que quand même l'âge de la première consommation de cannabis recule. Ça, c'est important à le souligner. Et on s'aperçoit quand même que dans la classe d'âge des moins de 35 ans, il y a une consommation importante, alors que chez les plus de 35 ans, la consommation est totalement marginale. Ça veut dire quoi? Qu'on a arrêté éventuellement après ou Non, qu'on n'a jamais commencé. qu'on n'a jamais commencé. C'est peut-être une histoire de génération. Alors. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une ligne de césure, et c'est pour rejoindre ce que disait Martine Lacoste sur il y a un vrai fossé de génération entre des parents qui ont une 40, 45 ans ou 50 ans, qui n'ont jamais été vraiment confrontés à la culture du cannabis au sens culturel du terme, et des adolescents qui, eux, ont construit leur socialisation en partie dans cette utilisation de cannabis. Alors on a commencé un peu à effleurer le thème de la politique avec vous, Martine Lacoste, notamment sur ce chapitre. Alors Laurent, la dépénalisation du cannabis a fait partie de certains débats politiques électoraux, notamment lors de la dernière présidentielle. Il semblerait qu'a priori en France, les pouvoirs publics ne semblent pas s'orienter vers une telle décision. La dépénalisation, un sujet qui met en pétard. Cette semaine, une polémique. Une ministre propose de dépénaliser l'usage du cannabis. Évidemment, en période électorale, les esprits s'échauffent. Est-ce à dire que l'on va effectivement faire bouger les lignes? Comme vous le disiez, Patrick, c'est pas du tout évident. Car le sujet est hautement polémique et volontairement, c'est un écran de fumée parfois qui s'élève. Il y a un vrai problème, Martine Lacoste l'a souligné, en France, la loi est dure. Pour l'usager, c'est des peines maximum d'1 an d'emprisonnement. C'est une amende pour monter à 3 750 €. C'est une exception française et certains pays ont choisi de l'abandonner, notamment l'Allemagne, notamment le Danemark et l'Italie. Mais en même temps, c'est les effets pervers éventuels, avec par exemple le fait qu'on trouve en correctionnel quelqu'un qui a 3 grammes de cannabis sur lui et qui se trouve dans la logique pénale alors que c'était juste un usage récréatif. C'est pas ce qui compte, car les politiques en ont fait un marqueur idéologique. Les questions de santé publique passent derrière. C'est d'abord avant tout faire du clivage, c'est d'abord avant tout faire parfois de l'affichage. Et on voit par exemple que dans les parquets, les consignes qui sont données poussent à l'interpellation, multipliées par 8 ces derniers temps, alors qu'en réalité, la vraie question, évidemment, ce n'est pas ce que l'on consomme, mais plutôt comment on consomme. Et c'est surtout la vraie question, c'est pourquoi en arrive-t-on là? Et donc, c'est plutôt du terrain de la prévention. Par définition, lorsque le gendarme ou le juge est là, c'est qu'il est déjà trop tard. Mais pour le politique, ce n'est pas le sujet. Pour le politique, c'est d'abord l'électeur qui compte. Et l'électeur, 70% des Français, dans un sondage affirmé, eux, ils sont contre la dépénalisation du cannabis. Par rapport à ce que vient de dire Laurent, vous qui travaillez au contact, sur le terrain, avec les travailleurs sociaux, vous le disiez, à la prévention, à l'aide également, quel regard vous portez sur ce que vient d'être dit par Laurent? C'est-à-dire que j'ai finalement pas énormément de choses à rajouter à ce qui vient d'être dit Laurent. très précisément. Parce que je crois que la question que vous posez, c'est à la fois celle de l'interdit. Et dans cette question de la nouvelle régulation des drogues, au fond, il me semble que le débat est tellement clivé qu'on l'a clivé autour de laxisme et interdit. Donc, imaginez par exemple qu'on fait une nouvelle politique de régulation des drogues, passe pour l'opinion publique qui n'a pas toutes les informations, et nous demandons l'ouverture d'un vrai débat citoyen, passe pour l'opinion, et on peut la comprendre comme le fait qu'on abandonne un interdit. Et abandonner l'interdit, on le sait, lorsqu'on est un adulte avec des enfants, ça n'est pas éducatif du tout. Donc au fond, comment construire de nouvelles formes d'interdits? Celles, par exemple, qui font qu'on interdit à un enfant à la maison, par exemple, de boire au-delà que de raison, par exemple. Il n'y a pas besoin d'interdire l'usage privé pour que des parents sachent dire non à leurs gamins avec de vraies raisons, une véritable légitimité et une vraie crédibilité. Donc je pense que vous avez bien interrogé la question. C'est comment on accompagne, je vais dire, les personnes, les citoyens, à penser à cette question de l'éducation préventive. Parce qu'au fond, grandir parmi les addictions, on est addict aujourd'hui à tout. Il y a même un parfum qui s'appelle Addict, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une hausse justement des addictions aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une société qui pousse un peu plus à l'addiction? C'est une société addictogène. Notre président, Jean-Pierre Coutron, a fait ce matin... avant-hier, un remarquable discours où il décrit les effets pervers d'une société addictogène, où la consommation est au cœur de ce qui est demandé. Pour être un bon citoyen, il faut consommer. D'accord ? Mais or, les addicts ne sont que les meilleurs élèves de cette classe-là.
Donc, comment peut-on accompagner aujourd'hui des parents, une famille, des citoyens, des politiques à penser en termes de comment cette société peut-elle réguler l'envie, effectivement, de substances, qui est une envie quand même vieille comme le monde, l'alcool aussi le montre, le tabac, etc. Et puis aussi, il y a une recherche de plaisir dans ces produits. Et autre chose aussi, il y a un besoin de soulagement. Il y a un besoin de soulagement. Ça n'arrive pas comme ça par hasard dans la vie des gens. Ça arrive parce qu'un enfant est vulnérable, par exemple. Il y a quelque chose derrière. Tout à fait. Lorsqu'on arrive à l'addiction, pour l'usage et l'abus, on va dire, ça peut être une recherche de plaisir. Lorsque les gens se cristallisent dans ces histoires d'usage, c'est que ça répond à quelque chose qui est beaucoup plus profond, de l'ordre d'un besoin de soulagement. Et qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller trouver chez la personne. C'est exactement le rôle de la prévention. Et ce que nous demandons, nous, bien sûr, c'est des moyens pour avoir et faire cette intervention précoce, le plus précocement possible, pour que des parents de plus en plus nombreux n'hésitent pas à interpeller lorsqu'ils sentent que leur gamin ne réussit pas à l'école. C'est un des marqueurs majeurs. Mais ça ne suffit pas. Un gamin qui reste seul beaucoup dans son coin nous interroge à nous. Un gamin qui n'a pas de copains, c'est interpellant. Alors, on s'interpelle, on se parle de la drogue, alors qu'il aurait été beaucoup plus intéressant pour la vie et l'éducation de cet enfant d'interroger les choses au moment où les premiers clignotants sont arrivés. Et le problème de l'interdit légal, c'est qu'au fond, on attend que cet interdit interdise, là où l'éducation aurait donné des clignotants beaucoup plus tôt. Voilà. Et ça, véritablement, nous, en tant que soignants, je dirais qu'il y a une fonction pédagogique de l'interdit intrafamilial qui est à renégocier et à rediscuter. La deuxième chose, si je puis me permettre, c'est que quand même, avec les chiffres que vient de donner Guillaume Sideri, on peut quand même s'interroger sur la validité d'une loi qui est transgressée de cette manière-là. On peut s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais le nombre d'adolescents dont il a parlé arrive dans l'âge adolescent en transgressant tranquillement la loi posée par les adultes. Une loi, pour être suivie, nous le savons, il faut qu'elle soit légitime. Quand on a dit, par exemple, sur la sécurité routière, changeons, tout le monde s'est dit, ah oui, on ne peut plus avoir tant de morts sur la route. Il faut vraiment que nous changions. Donc là, c'était légitime. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, il y avait aussi un côté crédible. C'est-à-dire, on a dit, voilà ce que nous allons faire pour sanctionner. Et la sanction a été crédible. Et la raison de la sanction est légitime. Pour le cannabis, du tout. Aujourd'hui, les jeunes ne le trouvent pas crédible. Guillaume Sideri, dans les chiffres que vous analysez, vous les voyez, vous voyez une répercussion de ces politiques publiques ou pas ? Alors, c'est difficile. C'est difficile à évaluer parce que les enquêtes qui sont menées en population générale, c'est-à-dire qu'on va interroger tout le monde, ne sont pas faites pour faire l'évaluation des politiques publiques. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont traduites au travers de cela. On va les utiliser pour le faire, mais au départ, elles ne sont pas faites pour ça. Donc, il y a des pôles d'évaluation de politique publique qui existent, à l'OFDT par exemple, qui peuvent, sur certains points, regarder l'impact de la politique publique. Aujourd'hui, sur le cannabis, c'est assez délicat de pouvoir dire quel levier a marché. Parce que de toute façon, on est haut depuis un petit moment. D'accord. Voilà. Alors, on va changer d'addiction, j'allais dire. On va passer à l'alcool, qui est également une problématique dans notre société. Alors, question là aussi, Guillaume Sideri, la consommation aujourd'hui chez les jeunes. Alors, c'est une impression parce qu'on en parle de plus en plus ou cette consommation est à nouveau en hausse ? Alors, il faut différencier ce qu'on appelle consommation régulière d'alcool, c'est-à-dire des jeunes gens ou des adultes qui consommeraient régulièrement de l'alcool, et puis la particularité avec l'alcool de la question de l'ivresse. Mis à part l'entrée par produit, il faut aussi penser que l'alcool et le cannabis, des fois, ça marche ensemble. Il n'y a pas d'un côté les usagers de cannabis, d'un côté les usagers d'alcool. Et donc, sur la question de l'alcool, on voit bien quand même, depuis le milieu des années 2000, que les ivresses ponctuelles, c'est-à-dire l'alcoolisation lors de soirées, qui ne sont pas tout à fait le binge drinking comme le décrit, c'est-à-dire l'alignement des verres pour tomber, mais plutôt l'alcoolisation tout au long de la soirée, avec un résultat qui est d'être en état d'ébriété, a augmenté ces dernières années. C'est quand même, en termes de santé publique, le plus embêtant même que le cannabis ou encore moins que le tabac. Parce que le vrai problème qu'on a, c'est le tabac. On sait que l'alcool et le tabac, c'est ce qui tue le plus avant 65 ans. On sait très bien que fumer du tabac est là, en ce moment, avec des politiques publiques qui, par contre, sont très offensives. Oui, tout à fait. On voit que quand même les indicateurs sont à la hausse.
Et ils sont à la hausse, certes, partout en Europe. Malgré une politique offensive, les indicateurs de consommation de tabac sont à la hausse. Oui, et particulièrement chez les femmes. On peut faire l'hypothèse que dans 10 ans, 15 ans, on aura autant de cancers du poumon chez la femme que de cancer du sein. D'accord. Voilà. Et alors ça, les consommations, les pratiques ont changé justement par rapport au tabac ou pas? Comment vous pouvez analyser cette hausse de votre point de vue? Écoutez, c'est un des points sur lesquels je n'ai pas un avis très circonstancié, je dois le dire. Et sur l'alcool, Je ne sais pas quoi dire et sur sur le l'alcool, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est-ce Voilà. que de votre point de vue, on Oui. en parle plus ou Oui. est-ce qu'effectivement la situation est l'alcool- préoccupante chez les jeunes? Et écoutez, bon, elle est préoccupante de par le fait qu'il y a quand même une consommation régulière de l'alcool chez les jeunes, là où quand même, ça c'est vraiment un phénomène nouveau. Il n'y a pas un phénomène de binge drinking généralisé et permanent, mais il y a des situations de binge drinking absolument dramatiques, c'est-à-dire que l'alcool est consommé là comme une drogue. Avant, l'alcool se buvait, on va le dire comme ça, à bas bruit. On en parlait, mais de temps en temps, on en parlait au sujet des accidents de la route. Mais on n'avait pas, me semble-t-il, une véritable analyse de comment se constitue l'addiction à l'alcool petit à petit, dans quel milieu, dans quelles raisons, pour soulager un stress, pour tenir au boulot, pour soulager des situations familiales, par exemple. N'oublions jamais qu'il y a dans les usages de substances une recherche de plaisir et de soulagement. Et donc, au fond, on parlait quand même d'alcoolisme mondain. Aujourd'hui, il semble bien que les jeunes, quand même, consomment régulièrement la bière, par exemple, bière et tabac, de façon extrêmement régulière. Comme De plus en plus tôt ou pas, là aussi? Ça, je ne sais pas le dire. Ouais. Ça, c'est Guillaume qui sait le dire. Mais la difficulté, c'est que la première consommation d'alcool, elle se fait à l'anniversaire de la grand-mère. Donc nos indicateurs, ils sont totalement biaisés. Pour la première Quand on fois, demande ouais. à la Pour la première première consommation, fois. ça peut être très jeune, mais entre la première consommation qui peut être dans un cadre familial, et d'ailleurs très normalisant, à la différence du cannabis, où ça sera plutôt pas dans la famille, justement, entre pairs. Vous voyez que vraiment, on est vraiment dans deux espaces différents d'initiation au produit. Donc c'est difficile de dire si ça recule ou si... Voilà. Ce que l'on sait, c'est que vraiment, on a une augmentation ce qu'on appelle les ivresses ponctuelles, donc des alcoolisations des jeunes et même des moins de 35 ans. C'est-à-dire que le phénomène touche même les moins de 35 ans. Ouais. La publication qu'on a faite en Midi-Pyrénées sur ce point-là montre très bien que jusqu'à 35 ans, on a une particularité sur les ivresses ponctuelles que l'on n'a pas après. Donc il y a une pratique particulière de ces deux générations maintenant. D'accord. On est retourné sur ce problème de génération. Peut-être, si je puis me permettre de rajouter un élément, c'est la consommation de l'alcool chez les jeunes filles. Voilà. Ça aussi, c'est quand en même, hausse, nettement en hausse. Oui, ça c'est très en hausse vraiment dans nos consultations. Le nombre de jeunes filles qui boivent est tout à fait Ce qui est particulier, c'est que en fait, l'usage d'avant de l'alcool, c'est-à-dire l'usage régulier, était plutôt quelque chose de garçon. Alors que les ivresses ponctuelles sont pas autant les garçons que les filles, parce que c'est quand même plutôt les garçons, mais par rapport à ce qui était avant les modalités, les filles sont plus concernées par les ivresses ponctuelles que par les usages réguliers. Pardon. Alors là aussi, Laurent, les pouvoirs publics essaient d'agir. C'est le cas de certaines villes. Toulouse, par exemple, qui a pris un arrêté anti-consommation d'alcool à partir d'une certaine heure. Alors, est-ce aux maires, finalement, d'agir ? Et si c'est le cas, peuvent-ils être vraiment efficaces, Laurent ? SMR répond dans un livre, un gros livre à la couverture rouge, le Code général des collectivités territoriales, article L 2212-1. Le maire est responsable de la police administrative. À ce titre, il peut prendre des arrêtés et il ne s'en prive pas. Vous citiez Toulouse, on pourrait parler de Castres, on pourrait parler de Poitiers, on pourrait parler d'Angoulême, on pourrait parler de Paris. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est véritablement efficace ? Bon, d'abord, un petit rappel historique. Depuis 1873, le législateur français estime que le trottoir est fait pour marcher, il n'est pas fait pour tituber. C'est-à-dire que l'ivresse publique est réprimée depuis le 19e siècle. Second élément, il y a comme des effets d'efficacité. Le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Garonne reconnaît lui-même que ces arrêtés conduisent à une amélioration de la sécurité publique. Parce que d'abord, l'alcool peut être violent, et puis quand on est alcoolisé, on est plus vulnérable, on est plus sensible à éventuellement des agressions. Cela étant, encore une fois, on est là dans le traitement des symptômes. Et on doit se rappeler que quelqu'un qui est ivre
c'est uniquement la manifestation extérieure d'un comportement. Les racines, elles sont dans les études qui montrent justement une jeunesse angoissée, une jeunesse stressée. Nous avons la jeunesse la plus pessimiste d'Europe, plus que les Grecs. Dieu sait que là, les jeunes Grecs ont la vie dure, et bien les Français ont, eux, le sentiment que c'est encore plus compliqué. Donc les maires, eux aussi, sont des élus locaux. Ils essaient d'adresser des messages à la population qui, la plupart du temps, veut simplement que les nuisances sonores se terminent et qu'on ne vomisse pas sur son pas de porte. Mais en règle générale, les vrais traitements, ils sont, encore une fois, ni dans les commissariats, pas dans les salles de grisement, ils sont tout simplement dans les services sociaux et même dans les universités et les services publics. Votre avis, Martine Lacoste, sur cette action publique locale vis-à-vis de l'alcool? Il va un peu converger parce qu'effectivement, la question des usages, elle a plusieurs versants. L'un d'entre eux, c'est la santé publique. L'autre, c'est la vie en société. Oui. Et le troisième, ce sont le vivre ensemble. Donc effectivement, la fête au cœur des villes, plusieurs soirs par semaine, dans des endroits particuliers, font que les riverains, au bout d'un moment, ne supportent plus. Ça, c'est un premier. On ne peut pas dénigrer la question des riverains. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les consommations d'alcool amènent quand même assez souvent à des histoires de violence. Ça, c'est vrai. Et que la police nationale, je ne sais pas, intervenait sur ces violences, mais pas vraiment. C'était peut-être pas si simple. Ça, c'est vraiment pas mon métier, mais je pense que c'est peut-être pas si simple d'arriver au milieu d'une bagarre de jeunes comme ça. Or, il y avait des violences très lourdes. Alors, pour en revenir à votre métier, ces jeunes qui consomment de l'alcool, parfois, on l'a vu avec un niveau assez élevé qui peut amener jusqu'à des drames. Vous les recevez, vous les écoutez, ça se passe comment? Oui, je pense qu'il juste un petit retour en arrière, il est important de comprendre ce qui se passe là. Quel est le collage et de quoi il s'agit. Ça fait pas mal d'années, d'ailleurs, depuis les années 70, que nous avons une manière de penser qu'avait donnée en France le docteur Liebenstein, qui est de dire que l'addiction, le problème de dépendance, voire vraiment les problématiques un peu lourdes, sont la rencontre entre trois paramètres. Des produits qui ont des effets à eux tout seuls, quels qu'ils soient, licites ou illicites, ou bien des comportements, les jeux font partie aujourd'hui des addictions. Oui, les jeux vidéo, les jeux d'argent. Oui. Ce sont des comportements, des addictions dites sans drogue. Donc au fond, un corpus de propositions, d'objets de consommation. Rencontré par une personne avec sa propre histoire, son histoire biologique, son histoire familiale, son insertion sociale et sa manière de réagir au stress et peut-être les problématiques et les douleurs et les souffrances qu'elle porte. Donc là aussi, il y a quelque chose à travailler chez la personne. Absolument, et en amont et en prévention. Donc ça, c'est le deuxième point du paramètre. Et le troisième, c'est un contexte social et culturel. Je ne fais un dessin à personne en disant que nous sommes dans une crise aujourd'hui où de plus en plus de gens sont dans la frange vulnérable socialement. Et qu'effectivement, quand on a peur du lendemain, eh bien, il peut y avoir un contexte qui favorise. Regardez ce qui se passe en Grèce. Les pires drogues sont aujourd'hui utilisées. Le suicide aussi est un des symptômes majeurs des crises économiques, des peurs sociales. Bien. Les gens ont peur du déclassement. C'est un sociologue, Castel, qui nous dit ça. Donc, c'est la rencontre entre tout ça. Et de fait, pour agir, il faut comprendre de quoi il s'agit, pour qui, et quand, et dans quelle situation. Et à partir de là, à partir de cette analyse des trois paramètres, on arrive à voir les bons axes de prévention, les bons axes de soins, les bons axes de politique publique. Est-ce qu'on a, Guillaume Sudéry, on arrive à la fin de cette émission, des chiffres ou des données pour voir ceux qui arrivent à sortir de leurs addictions, de leur dépendance? Alors ça, c'est très difficile parce que les sorties de toxicomanie ou de dépendance, ce sont des choses aujourd'hui qui sont assez complexes à évaluer. À évaluer. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Il ne faut pas laisser à penser que notre jeunesse va si mal que ça. Oui, ne dressons pas un tableau trop On a des noir, indicateurs là-dessus. On sait que dans une classe d'âge, on a 10 à 15, voire 20% de jeunes qui peuvent être dans des situations de consommation à risque. Mais ça veut dire que 80% sont plutôt pas trop mal, quoi. Alors, voilà. Pour les sorties de toxicomanie, il faut faire on ne peut pas tout mélanger, quoi. Ouais. Sortir de carrière de toxicomanie, de polyconsommation, de l'alcool, de l'héroïne, au travers peut-être de la substitution, ou sortir d'une dépendance au cannabis, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Donc, mesurons les comparaisons là-dessus. Mais il est vrai que quand même, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'effectivement, parce qu'on est addict un jour, on est addict toujours? Oui. La réponse est non. D'accord. Il y a des possibilités de changement, il y a des possibilités de soins. Et votre émission, elle s'appelle « La voie est libre ».
Se soigner, c'est ça, c'est retrouver une voie plus libre. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre émission. Évidemment, on continuera à traiter de cette thématique à travers nos journaux. Évidemment, Laurent, si j'avais eu le temps, je vous aurais demandé si les politiques allaient en parler aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ça, la réponse est oui, forcément. Ils en parleront, mais le plus important, c'est parfois les questions, mais surtout les réponses. Merci à vous en tout cas. De politique, on en reparle également dimanche à partir de 19h sur France 3 Midi-Pyrénées pour le premier tour des législatives, analyse, résultats, invités en plateau, débat, réaction. Jusqu'à 23h, vous ne raterez rien de ce scrutin. D'ici là, passez un bon week-end sur notre antenne.